principes d'Abidjan. Et je vais donc laisser la parole à Delphine qui permettra d'étayer ce dernier point sur les principes d'Abidjan. Alors, bonjour à tous. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint, si vous le voyez. Alors, attendez. Pour que ça soit plus dynamique, parce que quand on parle du droit, c'est plus sympa quand il y a des images. Normalement. Alors, attendez. Je pense que si je vous partage mon écran, vous devriez me voir. Ah, on ne peut pas participer. Bon, bah, c'est pas grave, vous n'aurez pas. Je ne peux pas partager mon écran. Du coup, bah, vous ne pouvez pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'AINI qui peut me donner partage d'écran, mais sinon, tant pis, c'est pas grave. Je vais vous en parler sans visuel. Donc, les principes d'Abidjan, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler des principes d'Abidjan. Donc, c'est un texte juridique qui a été adopté en 2019 par 57 experts en droit de l'homme. Et donc, c'est un texte c'est pas un nouveau traité, c'est pas une déclaration, c'est un texte juridique qui explicite le droit existant en matière de droit à l'éducation et qui se base sur les traités, notamment la Convention des droits de l'enfant ou le Pacte international. Oui ? Juste, désolée, je t'arrête, c'est bon, apparemment tu peux partager. Ah, ok. Ça sera plus sympa pour tout le monde, mais... Alors, est-ce que du coup, vous voyez mon écran maintenant ? Donc voilà, donc je vous expliquais, donc c'est un texte juridique qui clarifie les obligations des États. Et sur le slide, je vous ai mis notamment les guiding principles, les principes directeurs sur les déplacés internes, parce que les principes directeurs, c'est un outil juridique qu'on utilise pour expliciter et détailler certains droits liés à certains groupes particuliers, comme les personnes déplacées, ou dans certains contextes. On a des principes sur le business et les droits de l'homme, sur les obligations extraterritoriales des États. C'est un outil qui est utilisé en droit pour clarifier le droit et qui est développé par des experts en droits de l'homme. Donc, c'est ce qui a été le cas pour les principes d'Abidjan. Et donc, ils reflètent des obligations qui existent déjà et donc les États n'ont pas besoin de les adopter. C'est juste une clarification du droit existant. Et le but, c'est vraiment d'aider à clarifier, de donner un guide sur les obligations, particulièrement dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, du rôle des acteurs privés dans l'éducation. Aujourd'hui, on va se pencher plus spécifiquement sur la question de l'éducation en situation d'urgence, mais voilà, l'idée, c'était d'appliquer des principes directeurs qui soient spécifiques particulièrement à ce contexte-là. Yes, pardon. C'est ça, ah oui. Donc, c'est un processus qui a été mené sur 3 années et qui a impliqué à la fois les experts dont je vous mentionnais, des experts en droit de l'homme du monde entier, mais qui a impliqué aussi les communautés sur place. Vous voyez une photo à l'écran d'une communauté, par exemple, au Kenya, qui a été consultée. Il y a eu des consultations régionales. Il y a eu des publications de notes de synthèse qui ont été préparées pour comprendre certains enjeux, notamment le droit à l'éducation publique qui a été développé dans ces principes d'Abidjan grâce aux experts en droit internationaux. Donc, je vous le disais, ça a été adopté donc, en 2019, après 2 jours de discussion à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En présence du ministre et de la rapporteure spéciale du droit à l'éducation. Il a été à ce jour signé par 57 experts du monde entier, dont plus de 60% viennent des pays en développement. Depuis leur adoption en 2019, ils ont eu une reconnaissance assez rapide dans plusieurs instances, au niveau international et au niveau régional, notamment le Conseil des droits de l'homme les ont reconnus dans des résolutions sur le droit à l'éducation. La rapporteure spéciale sur le droit à l'éducation, mais pas qu'elle, d'autres rapporteurs des Nations Unies ont fait référence. Ça a été mentionné par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, en ce moment, est en train de développer un commentaire général sur les
services publics, notamment l'éducation, et qui s'appuie sur les principes d'Abidjan également, par l'UNESCO, le partenariat mondial pour l'éducation et d'autres, notamment la cour, une cour juridique de l'Ouganda. Donc, juste pour dire que ils sont déjà reconnus et utilisés. Donc, les principes, si vous ne les connaissez pas, en fait, il y a 97 principes directeurs qui sont articulés autour de 6 grandes catégories. Donc, il y a des principes directeurs et il y a des principes généraux. Voilà. Et là, ce qui est important de comprendre sur ces principes, c'est qu'on ne les lit pas individuellement et que tout doit être lu dans son ensemble. Donc, les thèmes principaux qui sont couverts dans les principes d'Abidjan, ce n'est pas que sur les acteurs privés. Il y a toute une partie qui insiste sur l'obligation des États de fournir un enseignement public de qualité, notamment en mettant à disposition le maximum de ressources disponibles. Il y a toute une partie sur la régulation des acteurs privés dans l'éducation. Il y a une section sur le financement et notamment sur les partenariats publics-privés, qui donne des indications et des directives sur les processus et pour pouvoir mettre en œuvre les conditions pour pouvoir mettre en œuvre ce type de partenariat. Il y a une section aussi sur le rôle des bailleurs et des acteurs internationaux et aussi sur tous les recours possibles en termes de suivi et de recours juridiques. Et donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour mettre le focus sur la question de l'éducation en situation d'urgence, donc c'est vraiment un outil pour pouvoir répondre à des situations concrètes. Donc, sur la question des situations d'urgence, comme l'a souligné Léa, et comme c'est indiqué dans le brief de AINI, il y a un grand défi quand on est en situation d'urgence, parce qu'il y a des besoins urgents, parce que l'État est souvent défaillant ou en difficulté, et donc il a besoin d'une aide extérieure. Et dans ce contexte-là, les acteurs privés, mais pas que eux, peuvent être d'une grande aide. Et les principes d'Abidjan rappellent toutefois que donc, le droit à l'éducation, il doit être garanti même en cas d'urgence ou de conflit armé. Donc, c'est-à-dire que l'État, il a quand même cette responsabilité, avec l'aide de la communauté internationale si nécessaire, d'assurer le droit à l'éducation, même en situation de crise, comme c'est le cas par exemple en ce moment avec le Covid-19. Donc, je vous ai juste mis en lumière quelques principes, juste pour vous donner une idée, qui peuvent s'appliquer pour le cas de l'éducation en situation d'urgence. Et encore une fois, je vous invite à aller lire l'ensemble des principes et voir comment ils peuvent s'appliquer. Mais peut-être juste pour mettre en lumière quelques-uns. Donc, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a l'importance pour l'État et l'obligation d'allouer le maximum de ressources disponibles à l'éducation. Et ce qui veut dire que quand il y a un conflit, une crise et qu'on doit réaffecter des dépenses à d'autres budgets que l'éducation, ce qui peut être le cas quand il y a des situations de crise sanitaire, de guerre, etc., il faut s'assurer on continue quand même à maintenir un enseignement public gratuit de qualité et que si on ne le fait pas, on doit justifier pourquoi on ne le fait pas et expliquer les raisons. Voilà. Il y a aussi, quand il y a des ressources limitées, il faut en effet accorder la priorité à un enseignement public de qualité avant d'aller financer par exemple des acteurs privés qui feraient du profit, ce qui a été souligné dans le brief de AINI. Et s'il n'y a pas de choix, en effet, il faut pouvoir le justifier, il faut réévaluer le plan de mise en œuvre du droit à l'éducation et voir comment on peut, si on doit impacter le budget sur l'éducation, quand la situation va mieux, on peut réajuster le budget et la mise en œuvre du droit à l'éducation. Sur la question du financement, encore une fois, la priorité, elle doit être donnée à l'enseignement public gratuit et de qualité. Et s'il y a de l'argent qui est distribué à des acteurs privés, ça doit être fait de manière conforme au droit international et aux droits de l'homme applicable dans ce contexte. Et donc, les principes directeurs de 64 à 74 détaillent ça de manière plus explicite. Et ça s'applique également pour l'assistance et la coopération internationale. Les bailleurs, ils doivent aussi s'assurer qu'ils contribuent à renforcer en priorité des systèmes éducatifs publics, gratuits et de qualité.
et de s'abstenir de soutenir des acteurs privés qui agiraient de manière contraire aux droits de l'homme. Et donc, comment ils peuvent être utilisés, les principes d'Abidjan? C'est vraiment un texte qui se veut un point de référence sur le droit à l'éducation et pour un guide pour pouvoir agir dans ces contextes-là, notamment dans les situations d'urgence et pour considérer et prendre en compte la question des acteurs privés au regard des droits de l'homme. Voilà, donc c'est pour les États, ça peut les aider à guider leur plan politique en matière d'éducation ou en matière d'assistance aux États, à d'autres États. La société civile aussi pour clarifier les positions, parce qu'il y a beaucoup de discussions autour du rôle des acteurs privés, est-ce qu'ils doivent intervenir, pas intervenir. On va voir ça là notamment avec des acteurs de terrain qui vont nous faire part de la réalité de ce qu'ils rencontrent. Des universitaires aussi pour mener des recherches qui s'appuient sur le droit à l'éducation et qui peuvent du coup renforcer les analyses. Donc, je sais qu'on a des universitaires parmi nous qui auront peut-être envie de témoigner sur des recherches dans ce cadre-là. Les juges pour l'interprétation juridique de certaines décisions à prendre dans ce domaine. Les institutions internationales pour les programmes de développement pour la réalisation du droit à l'éducation et le secteur privé également pour mieux comprendre le cadre légal qui est applicable. Donc voilà, c'est vraiment un cadre pour vraiment l'objectif du droit à l'éducation et de ces principes d'Abidjan, c'est de s'assurer que le droit à l'éducation, il est mis en œuvre d'une manière qui respecte les droits de l'homme. C'est-à-dire que même en contexte de crise, même si dans ces contextes-là, la présence des acteurs privés est parfois rendue extrêmement nécessaire, comment on s'assure que ça s'est fait dans des conditions qui vont respecter les droits de l'homme, ce qui veut dire qu'on va respecter des principes de non-discrimination et d'égalité pour tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Les principes d'Abidjan, ils sont disponibles, donc il y a un site qui est dédié aux principes d'Abidjan. Donc je vous ai mis là le lien, je vais le remettre dans le chat. Les principes, ils sont disponibles en français. Et voilà. Et il y a d'autres informations en français sur le site internet. Voilà, j'ai fait bref, même si je sais que j'ai peut-être été un peu plus longue que prévu. Peut-être si vous avez des questions là rapidement, peut-être qu'on peut en prendre une ou deux pour clarifier des questions qu'il pourrait avoir autour des principes d'Abidjan avant de donner la parole aux partenaires qui vont nous partager des expériences, notamment autour de la pandémie du Covid. Je regarde si dans le chat il y a des questions. Sinon, vous pouvez prendre la parole avec le micro ou lever votre main peut-être si jamais il y a une question. Sinon, je vais passer la parole. Je regarde juste. Léa, si tu vois quelque chose, tu me dis. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, vous pouvez toujours nous joindre après. Ah, si, il y a Rola, pardon. Rola, tu peux prendre la parole. Merci Delphine. Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Oui, on t'entend. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, Delphine, sur les principes d'Abidjan. Moi, voilà, je connais bien les principes d'Abidjan. C'est super. C'est vraiment, tu as donné un aperçu très, très complet. Je m'interroge juste sur la question de… Voilà, oui, allô? Oui, je suis désolée de vous interrompre Oui, parce que pardon, si vous pouvez vous présenter, oui. Bien sûr, oui, évidemment. Je suis Rola Moumné, je travaille sur le programme droit à l'éducation à l'UNESCO. Et voilà, et j'avais juste, voilà, je m'interroge juste parce que c'est vrai que c'est une question, voilà, la question des prestataires privés. Tout ce qu'ils peuvent apporter dans l'offre éducative, mais aussi après, voilà, l'autre versant, donc le risque de marchandisation de l'éducation, le risque de disparité de manière générale, etc. Donc, c'est très bien. Moi, je m'interroge aussi par rapport, quand on parle des principes d'Abidjan et quand on parle des régulations que je connais bien par ailleurs aussi, mais voilà, je m'interroge, et on l'a vu donc avec la crise de la Covid, on en parlera certainement tout à l'heure, mais comment appréhender la question de l'intervention des nouveaux fournisseurs en fait d'éducation
qui sont non étatiques évidemment et qui sont à but lucratif. Donc toutes ces entreprises de technologie, de communication qui aujourd'hui ont une place de plus en plus importante. On le voit, hein, et ça a démarré avant la crise et ça s'exacerbe avec la crise. Donc voilà, ils ont un rôle de facilitateur, ils ont un rôle et ils interviennent. Voilà, donc en fait, ils prolifèrent et ce n'est que le début. Voilà, ils sont là, ils ont une utilité qui est importante. Ils offrent des solutions d'éducation en ligne, ils offrent aujourd'hui des cours de rattrapage, etc. Voilà, il y a tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, je ne sais pas, peut-être la réponse est facile, mais je m'interroge comment est-ce que les principes d'Abidjan, comment est-ce que les réglementations internationales, le droit à l'éducation, le cadre international peut appréhender cette question de leur intervention aussi, pour faire en sorte que aussi à ce niveau-là, les choses soient réglementées et qu'elles répondent aux standards internationaux. On dit souvent, voilà, il y a la théorie et la pratique. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur ce qui doit être idéalement sur le cadre international, sur le respect. Delphine parlait tout à l'heure du principe d'allouer le maximum de ressources, etc. Très bien. Maintenant, dans les faits, et on le voit, la porte s'est ouverte. Maintenant, la porte est ouverte avec la crise. Dans les faits, comment est-ce qu'on peut vraiment, je sais pas, qu'est-ce qui peut être envisagé pour assurer, pour garantir un peu une intervention saine de la part de toutes ces boîtes qui aujourd'hui prolifèrent et qui ont une intervention de plus en plus importante dans l'éducation et pour aussi soutenir le système éducatif et venir appuyer les pays aussi. Merci. Merci à toi, Rola. C'est pas une question simple, celle que tu poses, elle est même très complexe. Et de toute façon, toute la question de la mise en œuvre de l'éducation, elle est complexe. Et surtout face aux défis qu'on a en ce moment. Sur cette question particulière des acteurs privés qui ne sont pas des acteurs comme des écoles, par exemple, des écoles privées, des institutions, mais qui sont des acteurs qui délivrent un service annexe, donc notamment des accès à des plateformes digitales ou des choses comme ça. Ils sont traités en partie dans les principes d'Abidjan. Donc, il y a deux principes, les principes 58 et 59, qui traitent de ces acteurs qui n'ont pas une vocation pédagogique dans le sens d'être une institution éducative, mais qui fournissent un système d'enseignement ou en tout cas des services qui contribuent à l'enseignement. Ça comprend aussi tout ce qui est même les textes, les livres scolaires et tout le matériel scolaire. Il y a aussi des principes dans les principes d'Abidjan qui rappellent que l'État il a la responsabilité de s'assurer que quand les acteurs privés prennent part au système éducatif, ils doivent s'assurer en partie qu'ils n'ont pas une influence trop importante sur les choix en matière de politique éducative de l'État. Qu'il n'y ait pas j'ai les mots qui me viennent en anglais, mais qu'ils influent pas de manière, on va dire, exagérée, c'est pas eux qui prennent le pouvoir, en fait, sur l'État, de la manière de gérer le système éducatif. Et je pense que ça, c'est des outils qu'on peut utiliser avec le droit, que l'État, il est garant du droit à l'éducation. Et en tant que garant du droit à l'éducation, il doit s'assurer, et ça, c'est les principes généraux, sans même parler de principes spécifiques sur ces acteurs-là privés, parce qu'on rentre, c'est un contexte nouveau dans lequel on rentre, mais de s'assurer, l'État il a la responsabilité de s'assurer que le système éducatif qui est mis en place, et donc là, on fait tous face à une crise, les États, ils réagissent, c'était pas forcément anticipé, donc il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont venus en solution, et je vais pas anticiper sur le partage des acteurs de terrain qui vont parler après, mais il y a des situations assez compliquées qui se passent, où des acteurs privés proposent par exemple un accès gratuit à des plateformes qui soient même pas Internet, qui soient téléphoniques, et qui vont faire ça de manière gratuite pendant 2 semaines, et qui après vont demander des fonds. Et donc, je pense que juste pour le faire court, parce que je voudrais vraiment laisser la parole aux autres, mais en se basant sur les principes généraux, vraiment les principes généraux du droit, l'obligation d'assurer le droit à l'éducation pour tous sur la base de la non-discrimination et de l'égalité, on peut actionner des leviers pour pallier à un afflux qui serait trop massif, dans le sens où mais c'est pas le problème, c'est pas que ça soit massif,
s'il y a des problématiques qui émergent, dans le sens où ça impacte le système éducatif dans son ensemble, où l'État n'a plus de contrôle parce que c'est contrôlé, par exemple, par des acteurs privés financiers qui ont trop de place, ou parce que ça crée des inégalités flagrantes. Enfin, on va en parler là avec des réalités concrètes, mais il y a vraiment un problème d'inégalité, même dans l'accès à ces plateformes-là et à ces outils-là. Et ça, sur la seule base des principes de non-discrimination et d'égalité, on a des leviers pour agir, je pense. Mais ça, c'est pas une question simple, Rola, juste peut-être pour résumer. Et je crois que les discussions qu'on a aujourd'hui et d'autres débats qu'on devrait avoir sur comment on peut répondre à ce changement assez important de l'éducation. Et c'est bien que la société évolue, c'est bien que l'éducation change, mais comment dans ce contexte-là, on s'assure qu'on continue à garantir un droit qui va être garanti pour tous? Parce que là, ça y est, on est en train de partir dans un marché de qui peut accéder à quoi et comment, en ayant accès à un accès, par exemple, Internet, mais aussi à des soutiens qu'on puisse avoir chez nous. Enfin, et il y a un grand défi, je crois, là, pour les États et la communauté internationale de s'assurer que dans cette transformation-là, on continue à accompagner tout le monde et qu'on laisse personne derrière. J'espère que ça répond en partie à ta question, Rola, mais je pense qu'il y a matière à échanger encore là-dessus et notamment sur le cadre. Mais peut-être juste une dernière chose avant de donner la parole. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi au niveau des États, au niveau national, pour développer justement un cadre national qui soit plus spécifique pour garantir et encadrer la participation et l'implication de ces acteurs-là. Il y a Bouba qui souhaitait répondre à la question posée par Ola. Oui, Léa, c'était pas pour répondre, mais pour interpeller Delphine. Juste si tu peux te présenter pour tout le monde. Merci. Boubaker Oman, je suis en Tunisie actuellement. Je représente la FISEMEA dans le réseau francophone de la lutte contre la marchandisation. Je fais partie d'une ONG tunisienne qui travaille sur l'éducation informelle. Directement, je vais vers le document de l'INE. Et il y a un schéma qui m'a beaucoup plu, qui est à la page 8, où il y a une intersection entre les principes d'Abidjan et les normes minimales de l'INE. Il est dit dans la page 7 directement, Delphine, des extrapolations supplémentaires des principes d'Abidjan sont nécessaires afin que ces principes s'alignent sur les normes minimales de l'INE. Peut-on avoir une petite explication? Quel type d'extrapolation? Pardon, la suggestion de l'INE, c'était que ça soit un peu plus explicité comment les principes d'Abidjan s'appliquent au contexte en situation d'urgence. Donc l'idée, je pense que c'est pas de développer de nouveaux principes. Le droit, en fait, quand il est général, il peut s'appliquer à toute situation des plus complexes, mais peut-être qu'on est en train de réfléchir à développer un brief ou une explication qui détaille mieux sur des cas concrets comment les principes d'Abidjan s'appliquent dans le contexte de l'éducation en situation d'urgence. Mais les principes d'Abidjan dans leur ensemble, ils s'appliquent. C'est plus peut-être pour illustrer et expliciter ça. Et il y a des questions qui ont été posées aussi sur les mécanismes. Pardon, Bouba, vas-y. Pardon, Delphine, c'est ça ce qui m'a étonné, parce que les principes d'Abidjan font référence quand même aux situations d'urgence, que ce soit pour les réfugiés, etc., en termes de droits humains. Donc, je me posais la question, quel type d'extrapolation? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que, comme tu dis, il fallait préciser un tout petit peu beaucoup plus, mais normalement, au sein des principes, comme tu l'as démontré d'ailleurs tout à l'heure, on prend en compte les situations d'urgence. Mais c'est plus des illustrations concrètes, je pense, sur des cas concrets, et un peu comme je l'ai expliqué là dans la présentation, mais de manière un peu plus détaillée avec des exemples, je pense, de situations. D'accord. Et ça répond à ta question, oui, Bou? Ça répond, oui. Et il y a eu quelques questions par rapport au recours. Donc, en fait, il y a des recours qui sont possibles au niveau national ou au niveau international. Donc, il y a différents types de recours. Il peut y avoir un travail de plaidoyer auprès des États, de dialogue. Quand c'est nécessaire, on peut s'adresser aussi à des institutions de défense des droits de l'homme.
indépendante au niveau de l'État, ou dans certains cas, on porte des décisions, des cas devant des cours. C'est le cas au Kenya, en Ouganda, et il y a même des cas où c'est l'État qui met les acteurs privés au tribunal. Donc, il y a des recours possibles auprès des cours pour faire valoir le droit à l'éducation. Il y a plusieurs cas, notamment en Afrique du Sud, qui demandent à l'État de mettre en œuvre le droit à l'éducation. Il y a aussi des recours possibles au niveau international, par exemple auprès des comités des Nations Unies qui permettent d'engager un dialogue aussi avec l'État. Parce que je pense qu'il y a un vrai défi pour les États à mettre en œuvre le droit à l'éducation dans ces contextes-là. Je crois qu'il y a eu un commentaire qui a été souligné sur la difficulté quand les États, notamment, ils sont en situation de conflit. Et moi, je crois qu'il y a une réponse qui vient aussi du soutien de la communauté internationale. Comment on accompagne ces États qui sont en difficulté dans ces moments de crise, en fait. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années, notamment avec un représentant de Sierra Leone, à un moment où il y avait beaucoup d'acteurs privés qui venaient apporter une réponse aux défis qu'ils avaient à relever en matière d'éducation dans leur pays. Et je me souviens, dans cette réunion, ils nous avaient regardé, ils nous disaient, mais si on ne s'adresse pas à eux, donc c'était des acteurs privés à but lucratif, des écoles commerciales, et ils nous disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, il manquait de ressources et d'appui pour développer d'autres types de partenariats et d'autres solutions, en fait. Et la solution, elle vient aussi des moyens financiers et qu'on donne à ces États-là pour les appuyer. Mais en effet, quand il y a des situations de conflit, c'est compliqué. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on pourrait passer à des questions de terrain. Je lirai les questions en même temps. Là, je vais faire des réponses dans le chat pour pouvoir permettre la circulation de la parole, si vous êtes d'accord. Donc, du coup, je vais donner la parole à Amadou Dao, du mouvement ivoirien pour les droits humains en Côte d'Ivoire, qui va nous partager son expérience du terrain par rapport à la gestion de la pandémie et puis du rôle des acteurs privés dans ce contexte-là. Ça va nous aider à contextualiser ce qu'on est en train de discuter sur des cas concrets. Et après, il y aura Serge Bondedi aussi de RDC qui partagera. Et l'invitation, c'est que d'autres partenaires qui sont là dans l'échange aujourd'hui puissent aussi partager. N'hésitez pas à mettre des partages de vos réalités de terrain dans le chat aussi, parce qu'on peut lire en même temps que d'autres interviennent. Merci. Amadou, je te donne la parole. Bien, merci. Je pense que vous m'entendez bien, c'est bon? OK. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran pour vous présenter rapidement. Vous avez accès à l'écran? C'est bon? OK. Donc, ma présentation va s'articuler autour de 4 points. Le contexte pays, l'impact de la COVID sur le droit à l'éducation. En 3, le rôle des acteurs privés dans la gestion de cette crise, et notamment le cas de ENESA Éducation. Et en 4, les alternatives qui pourraient se présenter. Certains ont parlé tout à l'heure des leviers. Et donc, on va probablement évoquer quelques pistes à ce niveau-là. Le contexte ici, il faut dire que la pandémie, le premier cas est apparu en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020 et très rapidement, le Conseil national de sécurité a été mis en place. Et le 16 mars, il a été décidé de la fermeture de tous les établissements scolaires, préscolaires, primaires et supérieurs pour au moins une période de 30 jours, pour surtout éviter la propagation de la maladie. Après les 30 jours, on a eu une reconduction de la mesure. On a eu une reconduction parce qu'on était encore pleinement dans la pandémie. Et la fermeture a concerné près de 6 millions d'élèves
6 661 631 élèves qui étaient donc hors du système éducatif. Nous parlons ici uniquement des élèves du secondaire, donc du préscolaire, du primaire, et donc pas l'effectif scolaire ou du moins universitaire. Et dans cet effectif-là, on a autour de 3,6% au préscolaire, 61% au primaire et 34% au secondaire général et 0,76% au technique. Et donc, après les 2 mois, le ministère de l'Éducation nationale a décidé au cours des 2 mois de la fermeture d'assurer la continuité des apprentissages. Et donc, très rapidement, le ministre de l'Éducation a annoncé le 3 avril l'organisation des cours gratuits pour les élèves des classes d'examen uniquement. Et donc, pour les élèves de CM2, de 3e et de terminale à partir du 6 avril. Et les moyens qui ont été mobilisés sont surtout la radio, la télévision et une plateforme de cours en ligne. Mais tous ces dispositifs-là ne donnaient pas d'interaction. Il n'y avait pas d'interaction, que probablement qu'on va revenir dans les questions pour donner plus de détails. Mais pour tenir compte donc de ces mesures barrières et de la distanciation sociale, le Conseil a décidé de l'ouverture progressive des établissements scolaires publics après 2 mois de fermeture en fonction de la maîtrise de la pandémie. Et donc, il a été décidé que les élèves à l'intérieur du pays, parce qu'on a circonscrit la maladie à Abidjan, et donc il y avait une zone qu'on a appelée le Grand Abidjan, et donc les autres, le reste du pays ne pouvait pas accéder au Grand Abidjan, puisque Abidjan avait été confiné, et contrairement au reste du pays. Et donc, ici, les cours ont pu reprendre le 18 mai à l'intérieur du pays, et puis la réouverture des classes est faite pour le Grand Abidjan le 25 mai. Le 25 mai. Maintenant, l'impact que cela a eu sur le droit à l'éducation, c'est d'abord l'interruption, on a dit, des apprentissages au moins sur 2 mois, pour les classes d'examen. Donc, pour ces classes d'examen-là, on a essayé, pendant la période de fermeture des établissements, d'assurer des cours en ligne, et donc à travers également la radio et tout. Mais les classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes qui ne sont pas en examen, n'ont pas eu de 3e trimestre. C'est-à-dire que depuis la fermeture du 16 mars jusqu'à la rentrée des classes en septembre, toute cette catégorie-là n'est plus allée à l'école pour la situation de la Côte d'Ivoire. Donc, on a assisté également pendant la période à une accentuation de la fracture numérique et aussi la question de la protection des données à caractère personnel, aussi bien puisqu'il y a une loi en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui met ces points-là. On s'est rendu compte que les données-là n'étaient pas toujours protégées et que partout les acteurs pouvaient les céder à d'autres acteurs privés, etc., etc. Donc, c'est véritablement un problème. Dans la 3e partie de notre présentation, on va faire un focus sur le rôle d'un acteur privé qui est Eneza Éducation. Eneza Éducation est une filiale d'Eneza et Kenya qui est installée en Côte d'Ivoire depuis 2018. Donc, c'est une structure privée qui est ici bien avant la COVID. Comme effectivement, il y a beaucoup d'acteurs privés et des technologies entrent depuis pratiquement 2016 jusqu'en 2020. Donc, c'est une société de technologie éducative qui vient en soutien, donc qui utilise les technologies de l'information, de la communication, notamment le téléphone, pour donner accès à des contenus éducatifs
Et donc, vous avez un message à utiliser votre téléphone, n'importe quel type de téléphone, et vous envoyez le message, vous choisissez le niveau et le cours que vous voulez. Donc, on vous donne un accès au cours et à partir du cours, le cours est accompagné de questions, et donc des QCM généralement, et puis on va répondre à ces QCM-là. Donc, lorsqu'on prend le service, c'est un service donc de soutien scolaire numérique, d'apprentissage et de révision, est disponible par SMS à partir donc de tout téléphone portable sans besoin de connexion Internet. Tous les contenus scolaires du programme national de l'enseignement général sont donc accessibles par SMS, par section de cours sur un téléphone et sont suivis d'exercices sous le modèle du QCM. Donc, pour permettre aux élèves et aux parents d'élèves de suivre l'évaluation et la progression des résultats de leurs enfants. La particularité ici, c'est que toute la conception et la production de ces contenus-là ont été certifiés et agréés par le ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, à la faveur de la fermeture des établissements scolaires primaires, secondaires, cette société donc a assuré, et parce que c'est une société qui n'était pas forcément connue de tout le monde, et en tout cas nous particulièrement, c'est une société qu'on ne connaissait pas, bien qu'on soit dans le domaine de l'éducation également, mais à la faveur de la COVID, la société s'est fait connaître et par l'entremise même également du ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'à la faveur de la fermeture des établissements scolaires, la société a assuré gratuitement la continuité du programme scolaire pendant 2 semaines. Je dis bien pendant 2 semaines, du 25 mars au 8 avril. Et le reste du temps, c'était payant. Et les tarifs sont là. Pour le tarif jour, c'est 0,9 €. Le tarif par semaine est 300 francs. Et CFA, donc 0,46 €. Si c'est le tarif du mois, et donc 1,8 €. Et puis toute l'année, vous avez 15 € pour accéder au contenu. Maintenant, la partie qui est un peu gênante dans cette affaire, c'est que cette société a bénéficié d'une campagne. La campagne de gratuité donc, a été relayée par une campagne de communication auprès des canaux et des médias, c'est-à-dire la télévision nationale a été mobilisée pour faire connaître cette société. Des radios de proximité, la radio nationale a été utilisée, des radios de proximité, les sites web, et même le site web du ministère de l'Éducation nationale a été mobilisé pour seulement faire connaître ce produit-là pendant 2 semaines. À un moment donné, nous nous sommes interrogés lorsqu'on a documenté cette situation. Si c'est la clientèle, on cherchait pour cette société privée, ou bien si c'est seulement pour les 2 semaines. Donc, il y a beaucoup d'interrogations à voir, mais on a trouvé que lorsqu'on regarde même les textes, pour le cas de la Côte d'Ivoire, la seule publicité qui est autorisée dans le cadre de l'enseignement des établissements scolaires privés, c'est seulement l'affichage des autorisations. Lorsque l'école est autorisée, est agréée, l'école doit afficher l'autorisation pour que les parents voient. Et c'est cette autorisation, c'est cette publicité seulement qui est autorisée dans les textes juridiques qui sont à notre disposition. Or, ici, on a fait de la publicité, du marketing autour d'un produit et pour une gratuité ciblée de 2 semaines. Et puis après, maintenant, on a vendu le produit aux populations, parce qu'après 2 semaines, on a créé une habitude de notre point de vue, et après maintenant que l'habitude se soit installée, et alors que la crise a duré près de 3 mois, et donc
cette société-là a pu bénéficier par la suite de tout ce qu'on a énuméré ici. Autre alternative, ici, pendant la période des enseignants, tout à l'heure, certains ont parlé de levier pour agir. Effectivement, il y a deux catégories d'enseignants. Il y a une première catégorie pour qui, face à l'urgence, il fallait agir. Et donc, ceux-là ont utilisé quelquefois WhatsApp. C'est le cas, par exemple, d'un syndicat des enseignants du secondaire, donc qui a mobilisé les membres du syndicat pour que la continuité soit assurée auprès des élèves, etc., etc. Donc, en fonction des disciplines enseignées, les élèves qui voulaient aller sur ce groupe WhatsApp-là pouvaient suivre des cours. Bon, parce que ceux-là, dans leur grande majorité, n'étaient pas préparés à la situation. À côté d'eux, il y a un autre groupe, une initiative qui a été aussi menée par des enseignants qui étaient beaucoup plus outillés et qui avaient donc beaucoup plus de compétences. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de ces enseignants-là. Nous avons mis en place un dispositif de formation à distance, mais un dispositif vraiment entièrement gratuit qu'on a intitulé Lycée virtuel de Côte d'Ivoire. Et donc, il fallait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés. Au départ, c'était juste pour tutorer, pour suivre nos élèves. Après, on a essayé d'étendre, mais on a même essayé de rencontrer les partenaires financiers et les partenaires locaux pour qu'ils puissent appuyer cette initiative-là. Parce que c'était une initiative, au moment où on la menait, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais au moment où on la menait, le dispositif-là était meilleur même que celui de l'État. Parce que le dispositif présenté par l'État, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait rien. Or, ici, compte tenu du fait que ce groupe d'enseignants avait une formation sur le dispositif de formation à distance, donc ceux-là ont mis en place un dispositif, mais malheureusement, qui n'a pas eu d'appui. Et nous sommes allés vers les partenaires financiers et nous ont dit non, que eux, c'est l'État seulement qui peut financer. Bon, ce qu'on a fait, c'est d'entreprendre des démarches vers le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de leur partager nos expériences et tout, mais ce n'est pas toujours que là aussi, les portes nous ont été ouvertes. Donc, c'est autant de difficultés qu'on voudrait relever ici. Donc, je vais m'arrêter là pour peut-être me prêter à des questions si éventuellement il y en avait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amadou. Ce que je propose peut-être, c'est de donner la parole à Serge Bondedi de RDC, de l'ONG Young Men Action for Education, pour qu'il nous partage aussi son point de vue. Et ce que j'invite, et après on ouvrira s'il y a des questions pour vous deux ou des commentaires ou des partages d'expériences dans d'autres pays. Et j'invite quand même tous les participants, si vous avez des commentaires ou des questions déjà par rapport à l'intervention de Monsieur Daou, de les mettre dans la conversation. Comme ça, on peut commencer déjà à échanger en ligne, parce que c'est vrai que le temps passe vite. On aurait envie d'être ensemble plus longtemps. Donc, je vais donner la parole à Serge Bondedi pour qu'il nous partage son expérience depuis la RDC. Merci, Serge. Oui, merci. Bonjour à tous. Je crois que je me fais attendre si le micro passe bien. C'est un tout petit peu faible. Je ne sais pas si tu peux t'approcher un peu ou… Maintenant, ça va? Ah, c'est mieux. Merci, Serge. OK. J'essaierai… D'abord, je remercie tout le monde et mes prédécesseurs, notamment Amadou, qui m'a précédé aussi. J'essaierai d'être un peu plus dynamique comme Delphine nous avait recommandé. Donc, je vais être pratique. Je n'ai pas, par contre, de présentation à faire. Donc, alors, effectivement, en RDC, le COVID-19 a véritablement ébranlé les systèmes éducatifs parce que suite à cette pandémie, le gouvernement s'était décidé, comme ailleurs, de la fermeture des écoles, et cela avait entraîné un grand nombre de jeunes et donc élèves, étudiants à être cloués à la maison. Et quand ils étaient cloués à la maison, ils étaient à la merci
de plusieurs méfaits, notamment la délinquance juvénile. Ils étaient exposés à des risques divers, notamment des violences conjugales, des violences sexuelles. Et ça nous a poussé vraiment à monter au créneau pour demander au gouvernement de répondre à ses obligations en matière de droit à l'éducation. Parce que quelle que soit la situation en état d'urgence, en zone de conflit ou n'importe quel moment de calamité, l'État est censé assurer de disponibiliser les offres éducatives aux apprenants. C'est en ces moments-là que le ministère avait initié d'abord le cours télédiffusé avec la chaîne publique thématique éducation, EducTV. Alors, ce n'était pas vraiment accepté par la plupart de personnes au pays qui trouvaient que ce n'était pas bon, suite aux fractures numériques, suite au taux de desserte en électricité, parce que beaucoup de communautés estimaient que il y avait de ces communautés, permettez la tautologie, qui ne disposaient pas de postes téléviseurs. Alors nous, comme société civile et puis défenseurs des intérêts de la communauté, nous avions dit aux gens à travers des émissions radio et télédiffusées qu'on avait animées qu'attention, nous comme citoyens, on ne peut pas prêter au gouvernement le moyen pour se soustraire, pour se dédouaner de ses obligations. Donc, nous avons fait ce travail pour pousser les citoyens à changer de discours. C'est-à-dire que, parce que s'il fallait dire, oh non, ce que vous avez mis en place, ça ne nous permet pas de suivre parce que nous manquons ça, le gouvernement peut se dire, puisque les raisons viennent de vous, en tout cas, il n'y a plus moyen que je continue. Donc, nous avons fait ce travail pour que les communautés puissent changer les discours. Alors, les gens avaient compris qu'il était important plutôt de constater que les gouvernements étaient vraiment en retard en matière d'accès à l'électricité, d'équipements réseau informatique. Et ensuite, nous étions passés à d'autres revendications. Nous avions dit, OK, la télé, c'est bon. Au-delà de la télé, le gouvernement avait aussi implémenté une sorte de cahier d'exercice avec une direction du ministère de l'EPST, le cahier d'exercice avec le financement de l'UNICEF, c'est-à-dire qu'on avait conçu des cahiers d'exercice imprimés et puis renvoyés dans des différentes provinces éducationnelles. Mais malheureusement, certains opérateurs éducatifs véreux ont monnayé ces cahiers d'exercice. Il y a aussi la radio, la classe radio, comme on a dit, mais dans tout ça, c'est que nous avons fait observer au gouvernement et aux communautés. Le système éducatif congolais, par exemple, pour le cas, comprend au moins, il y a 3 niveaux. Il y a, je crois, 4 niveaux. Vous avez l'enseignement maternel, vous avez l'enseignement primaire et vous avez l'enseignement secondaire. C'est qu'il y a 3 niveaux d'enseignement en République démocratique du Congo. Et donc, ces 3 niveaux d'enseignement est subdivisé en, si j'ai bonne mémoire, en 43 ou 48 filières. En 48 filières. Alors, nous avons fait observer au gouvernement. C'est bien beau d'initier la classe télévisée, mais les enfants qui suivent sont de quel niveau? Ça, c'est de 1. Deuxièmement, est-ce que ce sont les enfants de tous les niveaux qui suivent ces leçons? Troisièmement, est-ce que les enfants qui suivent ces cours sont de quelle filière? Et quatrièmement, en étant de la filière, sont de quelle classe? Vous avez par exemple la filière technique, option électricité générale. Vous avez la 3e, la 4e, la 5e et la 6e année. Quel est l'enfant de quelle classe qui suivra les cours? Donc, on était dans une sorte d'initiative intenable. Alors, nous étions obligés de monter de plus dans le plaidoyer. C'est à ce moment-là qu'en date du 16 octobre, nous avions organisé un atelier de sensibilisation et parce que la courbe était aussi descendante à la première phase de la pandémie et nous avions constaté que les efforts n'étaient plus assez fournis. Nous avons organisé cet atelier où nous avons réuni les représentants de l'État, les différents acteurs de la société civile, du monde syndical des enseignants, pour rappeler au gouvernement, attention,
l'enseignement en situation d'urgence, donc l'enseignement à distance, fait partie des réponses de l'éducation en situation d'urgence. Mais nous avions constaté que lors de la première expérience, le gouvernement n'était pas prêt parce que le système était faible. D'ailleurs, la loi cadre excusez, qui fixe le cadre, qui donne le go à l'enseignement à distance ne comprend qu'un seul article. C'est-à-dire que le législateur n'a même pas pensé très loin sur l'implémentation de l'enseignement à distance, qui est une des réponses de l'éducation en situation d'urgence. Donc, il faudra réévaluer les cadres légaux. Et au-delà de cela, il n'y a pas le document des politiques, donc un document stratégique sur l'enseignement en distance comme étant une des réponses de l'éducation en situation d'urgence. Et c'est à ce moment-là que nous avons abordé maintenant d'autres préoccupations majeures en termes de cette réponse. Je crois Amadou a parlé de l'interactivité. Nous avions aussi dit qu'il y avait des risques. Nous savons tous les affres de l'Internet et qu'il n'était pas acceptable que l'enseignant puisse poster ses cours à travers les réseaux sociaux qui est à la portée de tout le monde. Donc, il y avait vraiment des risques élevés en termes même de SGVB, donc qu'un enseignant puisse aller au-delà des relations traditionnelles avec l'enfant pour friser un peu de l'immoralité. Et nous avions aussi remarqué que puisque le système éducatif, et c'est l'État qui en est l'organisateur, il faut que ce qui est dispensé aux enfants réponde au programme. On ne peut pas donner des leçons pour donner. Il faut donner des leçons en fonction du programme. Et il ne faut pas que l'enseignant qui donne soit un enseignant pour tous les enfants du pays. Non, non. En pédagogie, la relation enfant et élève est importante parce que nous avons tous été élèves, nous avons vu que parfois on a des attachements à une leçon ou à un cours parce que nous collaborons bien avec cet enseignant-là. Donc, nous avons fait remarquer au gouvernement qu'il fallait implémenter un système qui obéit à cette exigence-là. Donc, au niveau de chaque école, au niveau de chaque classe, que l'enseignant soit le maître même de l'enseignement à distance pour qu'il n'y ait pas de leçons universelles et des leçons types parce que chaque coin se diffère à un autre coin. Il y a aussi un autre problème, c'est les compétences technopédagogiques des enseignants. Parce que s'il faut numériser les cours, comment il faut le numériser? Est-ce en fichier PDF? Est-ce en fichier PowerPoint? Est-ce en JPEG? Est-ce en Office? Est-ce qu'en vidéo tutoriel pour le cas des enfants qui sont dans des filières techniques et professionnelles, parce qu'il faut faire des images animées pour comprendre les fonctionnements de certains mécanismes technologiques ou techniques ou électrotechniques. Et nous avons réalisé des enquêtes à ce niveau-là où nous avons beaucoup plus remarqué que lorsqu'il fallait numériser les leçons, les enseignants le faisaient en photographie. Donc, il photographie son cahier de préparation des leçons, il télécharge le fichier et il le poste dans la plateforme. Et là, les enfants étaient vraiment en difficulté parce que pour copier, il faut zoomer la photo. Et vous voyez tout cet exercice qui vraiment entravait un peu, qui donnait beaucoup plus d'exercice mental aux enfants. C'est à ce moment-là que le gouvernement nous avait invités pour nous présenter les choix d'un partenaire qu'il avait fait. C'était Smart Apps Company, qui est spécialisé dans l'enseignement à distance, géré par les Congolais, mais qui est une filiale, je crois, d'une société américaine. C'est à ce moment-là que nous étions maintenant en face de la déclaration d'Abidjan. Nous avons dit, bien, c'est bon, puisque le gouvernement ne dispose pas de la technologie, ne dispose pas des fonctionnalités, mais attention, puisque c'est un privé qui vient intégrer, comme les autres, il y a beaucoup d'initiatives avec certaines sociétés de télécommunications au Congo, Vodacom, avec Vodaedu, qui a Iskula, beaucoup d'initiatives. Mais puisque vous voulez implémenter ce système, est-ce que l'accès sera garanti à tous les enfants? Alors, les choses ont commencé, mais il fallait quand même institutionnaliser les choses. Alors, nous avons lancé notre plaidoyer
pour que l'enseignement à distance comme réponse d'éducation en situation d'urgence soit institutionnalisé, donc que cela dispose d'un cadre institutionnel pour permettre qu'il y ait un suivi permanent de manière en sorte que les failles soient corrigées. Alors, nous avons obtenu cette institutionnalisation par la publication d'un arrêté du ministre et actuellement, cet enseignement à distance est en cours de généralisation. Nous avons réussi à faire baisser le prix, le coût d'accès de $30 à $3. Mais nous constatons qu'il y a toujours des inégalités, qu'il y a toujours des actes de monnayage parce qu'il y a de ces écoles qui demandent aux parents $10 à la place de $3. Et nous sommes vraiment dans ce challenge d'obtenir le financement public de l'éducation en situation d'urgence parce que tant qu'il n'y aura pas le financement public, puisque le gouvernement est faible, ne dispose pas des outils, ne dispose pas de la main-d'œuvre, ne dispose pas de l'équipement, ça sera toujours des privés qui vont intervenir et à ce moment-là, les discriminations, les inégalités continueront à régner. Et dans le cas de ces plaidoyers, nous avons contacté l'UNICEF. J'ai eu à parler personnellement parce qu'il y a un nouveau gouvernement. J'ai parlé avec le nouveau ministre viennent au public. Mais il y a encore d'autres enjeux sur la réglementation, et nous avons, dans le cadre du plaidoyer avec le réseau francophone, adressé une lettre et au ministre qui se charge de la francophonie et des affaires étrangères, ainsi que de la coopération internationale, concomitamment avec celui de l'éducation, pour faire adopter le paragraphe au niveau de l'OIF. Mais nous continuerons à plaider pour que le renforcement du cadre réglementaire soit de mise. Mais nous avons aussi vu les responsables gouvernementaux pour que, en RDC, qu'on dispose d'un document stratégique sur l'éducation en situation d'urgence qui passe par l'enseignement à distance. Voilà un peu de manière ramassée ce que je peux dire de ce que nous avons fait. Personnellement, j'étais aussi à l'intérieur du pays, vraiment dans des coins reculés, pour convaincre les populations sur les discours qu'il faut obtenir pour ne pas prêter au gouvernement le moyen de se dédouaner de ses obligations en matière de droit à l'éducation et sur la généralisation de cet enseignement, parce que les cas sont fréquents, surtout au Congo, des situations d'insécurité, des situations d'inondation, des situations de conflits tribaux. Il y a même d'autres situations de conflits en RDC. Ce sont des conflits conjugaux qui impactent très négativement l'accès des enfants à l'école lorsque les parents ne s'attendent pas et l'enseignement primaire, qui ne savent pas se rendre à l'école parce que la paix est menacée à la maison. Voilà autant de problèmes auxquels il faut vraiment réagir. J'essaie vraiment d'être de manière un peu pratique et dynamique, comme Delphine l'avait souhaité. Merci beaucoup. Merci Serge, c'était très riche et c'est très intéressant de voir comment vous interagissez aussi avec l'État et essayer de mettre en œuvre. Ça rejoint peut-être en partie les questions de Rola du début de qu'est-ce qu'on peut faire et pousser pour la mise en œuvre d'un cadre réglementaire. Alors, il est juste 11h11 à mon ordinateur et on n'a plus que 20 minutes. Il y a une personne du Sénégal qui aimerait partager son expérience aussi. On aimerait entendre la France notamment qui voudrait aussi partager son expérience du point de vue de l'État et de l'implication en situation d'urgence. Amadou, il y a plusieurs questions pour vous dans le chat. La proposition, c'est peut-être de voir s'il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre par écrit pendant que la personne du Sénégal, Saliou Séné, présente brièvement le partage sur la situation au Sénégal. Et s'il y a du temps, Amadou, on pourra reprendre la parole, mais j'aimerais bien donner la parole au Sénégal et après qu'on puisse entendre la France. Si vous pouvez répondre en partie dans le chat, sinon je vous donnerai la parole après. Est-ce que c'est bon? Vous voyez les questions, Amadou? Non, il y en a plusieurs pour vous. Il y a des questions pour savoir un peu les impacts. Les impacts que ça a eu sur vos initiatives
Est-ce que les efforts qui ont été menés pour le Covid, ça a réduit la fracture numérique? Et il y a une question de Thibaut un peu plus spécifique pour savoir si la Côte d'Ivoire est encore considérée en situation d'urgence. Amadou, si c'est possible de répondre partiellement dans le chat pendant que... Et donc, je donne déjà la parole à Saliou. Est-ce que c'est le bon prénom? Est-ce que Saliou est là? Salut. Si vous pouvez être relativement bref, parce qu'on n'a plus qu'un quart d'heure et on voudrait aussi entendre la France avant qu'on termine. Merci. D'accord. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Salih Houssen. Je suis instituteur dans une école élémentaire ici à Saint-Louis du Sénégal, dans l'île de Saint-Louis. Alors, donc, mais parallèlement aussi, je suis secrétaire général d'un syndicat, un vieux syndicat, le Sud-Est, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal que je représente dans ma région. Alors, donc, je m'en vais. Nous avions proposé au niveau syndical un document en son temps d'analyse et de proposition sur la gestion de l'éducation et de la formation en contexte pandémique, mais le temps ne va pas nous permettre de partager l'écran et que les gens puissent vraiment avoir nos propositions. Peut-être qu'on va les lire brièvement. Mais avant, j'ai eu l'expérience de l'éducation ici en contexte pandémique au Sénégal, c'est particulièrement à Saint-Louis. J'aimerais d'abord dire, même avant la pandémie, il y a eu encore des situations d'urgence qui nous ont permis de gérer un peu l'éducation au Sénégal et en particulier à Saint-Louis. Par exemple, ici, au bord de l'océan, il y a l'effet de l'érosion côtière qui a fait disparaître parfois des maisons, des écoles dans la langue de Barbarie au Sénégal. Et ce qui a créé un peu des populations déplacées encore plus loin du côté de l'université vers la sortie de la région. Mais aussi, il y avait un système d'accueil dans les autres écoles, ce qui a provoqué des systèmes de classes alternatives ou ensuite provoqué des effectifs pléthoriques et qui viennent renforcer les effectifs pléthoriques qui étaient là déjà. Et ceci aussi a au niveau de la ville de Saint-Louis aussi et un peu dans les vieilles villes du Sénégal, il y a aussi la fermeture progressive de plusieurs écoles du fait de leur vétusté, parce que c'est des écoles qui étaient construites du temps colonial. Donc, il y a également ces situations d'urgence qui sont là et qui ont fini d'installer parfois le système de la journée continue dans certains établissements élémentaires qui abritent en même temps des collèges. Ce qui veut dire que c'est l'élémentaire qui travaille le matin et le collège prend le relais l'après-midi. Donc, il y a le quantum horaire sur les enseignements apprentissages qui est réduit ainsi. Ensuite, l'effectif pléthorique, bien sûr, j'en ai parlé. Face au déficit d'enseignants surtout, un minimum de 80 élèves pour une classe de collège, c'est le minimum. Et on va jusqu'à avoir parfois dans une classe de collège 150 élèves. Et c'est pire encore quand on va à l'élémentaire et surtout dans la banlieue, surtout à Pékin, ici à Saint-Louis. Il y a des classes qu'on appelle les classes spéciales, les classes multigrades, les classes à double fruit. C'est des écoles dans la banlieue où les effectifs sont pléthoriques. Vous voyez une école qui compte 1 million et plus d'élèves. Et ce qui veut dire que dans une classe simplement de CI, c'est-à-dire la première classe de l'élémentaire, on peut compter parfois 250 enfants et parfois il arrive même à s'asseoir à 5 ou à 6 par table. Ce qui veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 2 à 3 enseignants qui gèrent cette classe et de façon alternative. Ça veut dire qu'un groupe peut venir le lundi travailler, mais ne reviendra que le mercredi. Ça veut dire qu'il reste 48 heures pour ne pas venir. Il y a des situations encore d'urgence catastrophique pour gérer un peu l'éducation. Maintenant, si on en vient au contexte pandémique, c'est vrai qu'on a eu à faire beaucoup de choses
l'État du Sénégal. D'abord, il y a l'implication des syndicats qui ont donné une contribution financière d'abord, ensuite qui ont invité les enseignants qui tenaient les classes d'examen, comme l'a dit tout à l'heure Amadou, c'est l'exemple du Tchad, mais aussi c'est un exemple qu'on a pris au Sénégal, que les classes d'examen là, les enseignants se sont impliqués fortement, ce qui a un peu justifié même les résultats qu'on a eu dans les différents examens scolaires. Mais aussi il y a la contribution parallèle des enseignants personnellement, où l'État avait lancé un appel aux enseignants au niveau des finances publiques, que chaque enseignant puisse être coupé un petit montant de son salaire pour une contribution financière. Je pense que ça, c'était un exemple à saluer. Il y a également l'implication des médias publics et privés qui ont développé des stratégies d'enseignement-apprentissage de téléapprentissage qui a contribué à ça. Mais là où il y a la discrimination, c'est qu'il y a des zones rurales où il n'y avait pas d'électricité, où les élèves et les parents n'avaient pas accès aux objets informatiques. Qu'est-ce que l'État a fait? A prôné la polycopie des documents qu'ils ont acheminés pour faire ça. Mais est-ce que là, réellement, ces stratégies-là ne peuvent nullement remplacer la présence physique et l'interaction entre l'enseignant et vraiment les élèves. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire que dans ce contexte pandémique, de façon générale, nous avons assisté à une véritable révolution numérique, mais sous contrainte. On a vu l'État, les syndicats, les acteurs, les communautés et les acteurs privés, certains déployaient des moyens numériques pour appuyer l'éducation. Mais la question, c'est pourquoi attendre ce moment pour le faire? Aujourd'hui, la pandémie est toujours là. Peut-être que un peu maintenant, les gens sont appris à vivre avec, mais pourquoi ne pas continuer ainsi et pourquoi ne pas encore booster les moyens à vraiment revenir sur booster un peu ces moyens pour la gestion et la formation de l'éducation. J'aimerais bien vraiment partager un peu, le document de mon syndicat, mais malheureusement, on est rattrapé par le temps. Mais sinon, c'était vraiment une analyse et des propositions que le syndicat a fait pour vraiment la gestion de l'éducation et de la formation dans ce contexte pandémique. Voilà, parce que le temps nous est compté, j'ai me résumer comme ça et saluer l'initiative aujourd'hui et magnifier les interventions qui sont passées et souhaiterais également que ces genres de forums, de rencontres puissent vraiment être multipliés pour échanger et ça nous fera très plaisir. Au plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui. Merci. Salut pour ces échanges très riches et vraiment très intéressants. Et n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez un lien vers le document dont vous parlez, auquel cas vous pouvez le partager dans la petite box de discussion. Sinon, vous pouvez nous l'envoyer par mail et on l'intégrera dans le compte-rendu blog des échanges qu'on va faire. Je ne sais pas, hein, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? On voit votre écran. On voit que vous essayez de partager. Vous voyez mon écran? On voit que vous essayez de partager, mais par contre, on ne voit pas le contenu. D'accord. Peut-être si vous envoyez le lien, Serge, Salut, dans le chat, s'il y a un lien Internet, vous pouvez le mettre, comme ça on pourra regarder. D'accord, je vais essayer de voir comment partager même le document et puis voilà, tout le monde peut partager des s'approprier de fichiers. ça. Voilà, Vous pouvez partager des fichiers, d'accord. Vous pouvez partager des fichiers aussi. Vous avez fichiers sur le côté à droite, dans la petite box, et vous pouvez intégrer un fichier. C'est ça que je veux faire, partager le fichier un peu. OK. Bon, vous pouvez passer à un autre. Je vais essayer de voir comment partager le fichier. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. On va donner la parole à Johanna du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, merci beaucoup Léa. Et rebonjour à tous.
Moi, je voudrais vous parler donc, assez rapidement, du coup, un petit peu de la position française et de notre cadre d'intervention, peut-être un peu plus général déjà, au niveau de l'éducation d'urgence, et puis du coup également de l'implication des acteurs privés dans l'éducation, et notamment dans les contextes de crise. Donc, déjà, juste pour, de manière générale, on rappelle, donc l'éducation, c'est une priorité forte de notre action extérieure, c'est 13% de l'aide publique au développement, plus ou moins 11 milliards d'euros. Ce sont des investissements conséquents. Et nous avons au niveau français une vision de l'éducation très, très humaniste. Nous la concevons avant tout comme un bien public et un droit humain fondamental. Toutes nos actions dans ce domaine visent à améliorer l'accès à une éducation équitable et de qualité pour tous, et particulièrement pour les enfants les plus vulnérables et les filles, et donc également dans les contextes de crise et d'urgence. Donc, l'intervention dans les contextes de crise et d'urgence est une de nos priorités, un des thèmes principaux donc, de nos interventions, et nous intervenons dans ce cadre de manière aussi bien multilatérale que bilatérale. Donc, au niveau multilatéral, notamment par notre soutien au partenariat mondial pour l'éducation, dont nous sommes le 4e bailleur depuis 2018, avec 200 millions d'euros de contributions. Donc, le PME, à partir de 2012, a développé un mécanisme de financement accéléré pour les pays fragiles ou en contexte de crise, donc, que nous finançons notamment de façon indirecte, donc en contribuant au pot commun du PME. Donc, c'est notamment dans le cadre de ce mécanisme, par exemple, qu'a été mis en place le fonds exceptionnel de 500 millions de dollars, donc, qui a été baptisé Riposte Covid 19 et qui a permis donc, le soutien des plans de riposte des pays d'intervention. Par ailleurs, nous soutenons également le fonds éducation Cannot Wait. En 2018, nous avions eu 2 millions qui ont été fléchés vers ce fonds, vers le Liban. Ces financements vont être reconduits en 2021, notamment vers le Liban, mais également vers le Sahel. Donc, les pays du Sahel vont également bénéficier d'une contribution de 2 millions d'euros. Au niveau multilatéral également, donc pour répondre à la crise du Covid, sous la houlette de la Coalition mondiale de l'éducation, le ministère donc, de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également le ministère de l'Éducation nationale, se sont mis en partenariat sous financement du PME pour mettre en place une plateforme numérique de partage de contenu éducatif, le projet Imagine École. Au niveau bilatéral, notre action en faveur de l'éducation dans les contextes d'urgence passe par les financements donc, accordés par le centre de crise et de soutien du MAE, qui sont essentiellement des soutiens pour des ONG dans différents pays en crise, notamment Irak, Syrie, Mali, donc Sahel. Et d'autres. La France également, donc, au niveau de l'Union européenne, a également soutenu la résolution qui consistait à consacrer 10% de l'aide humanitaire à l'éducation à partir de 2019, donc contre 4% auparavant. C'était juste pour rappeler que vraiment notre intervention dans ce cadre est aussi bien multilatérale que bilatérale. Et concernant les acteurs privés, notre position est tout de même de soutenir l'implication de tous les acteurs, notamment donc, dans des moments difficiles comme les moments de crise la Covid-19, où on sait que les financements pour l'éducation
se font plus rares. Donc, on a également besoin d'impliquer tous les autres acteurs, que ce soit les acteurs privés, mais aussi les communautés, bien sûr, les acteurs locaux ou les organisations non gouvernementales. Donc, bien sûr, l'inclusion du secteur privé peut se faire à différents niveaux pour mobiliser des financements supplémentaires, offrir des services d'éducation de base, participer aux organes de gouvernance au niveau mondial, appuyer des plaidoyers en faveur de l'éducation, la recherche, l'innovation. On a vu le développement justement des solutions numériques à distance. Globalement, je dirais que notre position est quand même d'impliquer tous les acteurs au mieux, mais bien sûr, sous certaines conditions, nos financements pour les acteurs privés, donc qui soient non lucratifs ou que ce soit des acteurs à but lucratif lorsqu'ils souhaitent offrir des services de base de l'éducation, doivent répondre à un certain nombre de critères. La France tient notamment compte d'un certain nombre d'orientations de principes internationaux et notamment bien sûr de principes humanitaires, donc du droit international, dans le droit international humanitaire, mais également de déclarations internationales concernant l'éducation, dans la déclaration Incheon de 2015 et du cadre d'action éducation 2030. Et qui souligne que l'implication du secteur privé doit concourir à renforcer la place de l'éducation en tant que bien public. Donc, c'est un aspect essentiel de notre position. Nous prenons bien sûr en compte la position qui a été exprimée par le Parlement européen également en 2018 par la résolution 2081 qui demande de ne pas utiliser l'aide publique au développement pour soutenir les établissements éducatifs commerciaux à but lucratif qui ne respectent pas les principes et valeurs de l'Union. Troisièmement, nous considérons également l'expérience des organisations internationales, dont le Partenariat mondial pour l'éducation, qui a fait le choix de n'attribuer de financement aux prestataires de services d'éducation de base à but lucratif que dans des cas exceptionnels, dans lesquels la fourniture de ces services par le secteur public ou par le secteur privé non lucratif ne serait pas possible. Ou encore les principes d'Abidjan que Delphine Dorsey a présenté tout à l'heure, qui considère que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l'accès de tous les citoyens à une éducation publique gratuite et de qualité, donc répondant aux standards du droit à l'éducation, donc en termes de qualité, d'équité et de non-discrimination. Voilà, et qui demande également donc, de s'abstenir de soutenir les établissements d'enseignement privés d'une manière incompatible avec les droits de l'homme. Donc, je vais peut-être résumer un petit peu parce que je vois que le temps passe. C'était juste donc, pour vous rappeler que notre position française, c'est avant tout donc, de financer bien sûr des services publics gratuits et qui permettent l'accès équitable aux enfants et bien sûr dont la qualité est avérée. Donc ça, c'est notre principe de base, mais bien sûr, il y a des exceptions, notamment en situation d'urgence, et nous devons donc tenir compte, bien sûr, des réalités de terrain et donc de la complémentarité qui peut exister pour les interventions, notamment donc, des acteurs du secteur privé non lucratif ou même lucratif que pour le coup nous ne finançons pas dans les contextes d'urgence. Donc vraiment, nous regardons avant tout la valeur ajoutée en termes d'accès à l'éducation de tous et la qualité de l'intervention pour nos financements, en prenant en compte bien sûr d'autres critères, notamment la manière dont ces interventions peuvent être encadrées
par les régulations publiques des pays existants, la qualité de ces interventions, donc l'équité dans l'accès des services éducatifs, avec une attention toute particulière aux spécificités de genre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Johanna, pour ces informations très riches et pour la présentation de la position de la France. On note aussi un renouvellement de la contribution de la France à Education Cannot Wait. Donc, c'est assez incroyable. Oui, une annonce vraiment incroyable lors de ce webinaire. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Delphine, si tu veux qu'on clôture, qu'on prenne... Disons qu'on est arrivé au bout de notre temps. Alors, Emeline de Aini nous a dit qu'on avait un petit délai si on veut prendre quelques minutes pour échanger. Ça dépend si les participants ils ont du temps, ils veulent échanger. C'est très riche. Il y a beaucoup de discussions dans le chat, notamment des commentaires, des suggestions, des partages d'expériences, notamment en Irak. C'est très, très riche et on se rend compte que le temps est assez court. En tout cas, pour vous dire aussi qu'on va compiler toutes ces informations, on va regrouper toutes les partages de données qui étaient très riches aujourd'hui en ligne. Donc, vous pourrez retrouver des informations, continuer à échanger. Comme je l'ai dit dans le chat, j'encourage aussi les uns et les autres qui veulent avoir plus d'informations. Par exemple, il y a eu beaucoup de questions à Amadou, comment ça se passe en Côte d'Ivoire, et pour se baser sur son expérience. Dans le document Excel, il y a les adresses email. Vous pouvez continuer à échanger après ce webinaire. Vraiment, c'était court, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger sur cette question-là, de nous connaître un peu plus et de continuer le dialogue au-delà de ce webinaire, parce que c'est une question qui ne va pas se résoudre là en 1 heure. Ça a été mis en avant, les difficultés. Oui, il y a des acteurs qui viennent avec des solutions technologiques, mais comment on y répond? Et les États ne sont pas forcément prêts ou n'étaient pas forcément prêts. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en œuvre. On a vu que la société civile se mobilisait aussi pour essayer que ça soit plus encadré, plus coordonné. Mais il y avait des questions dans le chat aussi, comment on peut assurer une éducation inclusive en situation d'urgence? Ça, c'est des grands défis, parce qu'on sait que justement en situation d'urgence, les États, ils ne sont pas juste focalisés sur l'éducation, mais ils doivent répondre à tellement d'autres problématiques. Donc, comment assurer ça et peut-être anticiper? Il y avait des propositions dans le chat de comment peut-être anticiper en amont ce genre de crise pour que quand elles arrivent, on soit mieux à même d'y répondre et de s'assurer que les réponses qui sont offertes par les divers acteurs présents soient alignées avec le droit à l'éducation. Donc, je ne sais pas, Léa, moi, je veux bien continuer, mais je vois qu'il est 35 et que vraiment, ça donne envie. C'était super intéressant. Ça donne envie d'entendre encore plus d'expériences, d'échanger. Peut-être qu'on pourra penser à organiser d'autres webinaires pour continuer ce type de discussion. C'était très riche. Léa, je ne sais pas, si tu veux ajouter quelque chose ou proposer, je regarde dans le chat en même temps. Et écoute, ça me semble bien. On peut, à la limite, s'il y a 1 ou 2 personnes qui souhaitent faire un tout petit mot de conclusion, on peut les prendre. On peut se laisser 3-4 minutes supplémentaires. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent... Je regarde s'il y a des petites mains levées. Non. Bon, c'est que tout est parfait. Alors, dans les commentaires. Je vois juste, Léa, pardon, dans les commentaires, il est dit qu'il faut faire de la pédagogie auprès des bailleurs. Oui, il y avait une question qui était dite aussi sur comment assurer l'éducation de qualité quand les enseignants ne sont pas formés à distance. Je pense que le système éducatif, il est en train de se transformer là et qu'il y a énormément de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit mobilisés. C'était bon d'entendre la France présente et mobilisée autour de la question de l'équité et de l'accès à l'éducation pour tous. C'est les grands défis d'aujourd'hui. On a besoin de bailleurs comme ça qui s'engagent pour la transformation de l'éducation de demain. Oui, et juste, est-ce que donc c'est bon pour tout le monde qu'on puisse diffuser le webinaire publiquement? Est-ce qu'il n'y a aucune objection? Je regarde. Non? OK. Donc, on partira du principe que qui dit mot consent. C'est plus simple.
Écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Comme l'a dit Delphine, on va faire un blog pour résumer un peu les échanges et puis on intégrera également les ressources, les présentations qui ont PowerPoint ou les ressources qui ont pu être partagées dans la box. Et si vous avez des ressources que vous souhaitez qu'on diffuse également, n'hésitez pas à nous les envoyer à Delphine ou à moi pour qu'on les intègre également dans la liste de diffusion. Voilà, un grand merci à tout le monde et une excellente journée et au plaisir de poursuivre ces échanges très rapidement. Merci beaucoup à tous. Merci Johanna, merci tout le monde, merci les intervenants. Merci Lini aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et